Squatter à 18 ans et après une vie de combat, il est devenu une référence dans le paysage entrepreneurial francophone. Son passé dans le jeu vidéo et sa spécialisation en affiliation lui offrent un positionnement unique très apprécié des plus grands infopreneurs tels que David Laroche, Jody Cavalli ou encore Max Piccinini. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Gabriel Miquet. Salut Gabriel, comment vas-tu ? Hello, content d'être avec toi, là, ça fait plaisir. On a passé le week-end dernier ensemble, en tout bien tout honneur, bien entendu. Exactement. Et je suis très content de te retrouver là, face caméra, pour partager une petite heure ensemble. Carrément, ça fait très plaisir également de t'avoir ici après s'être vu à distance dans des groupes, dans des communautés, etc. De enfin pouvoir t'avoir sur le podcast, ça me fait très plaisir. Surtout que t'as quelque chose de vraiment extraordinaire à partager, notamment sur ce qui est écrit juste au-dessus de ta tête, l'affiliation. Tout à fait. Et t'as un parcours qui est quand même extraordinaire. Tu passes entre 18 ans et 22 ans. Tu passes tu disais de squatter, une vie de combat. Et là, maintenant, t'es vraiment une référence, un homme, j'ai envie de dire un homme de l'ombre. Moi, c'est simple, on te voit très rarement. Mais néanmoins, t'es derrière les plus grands. Écoute, ouais, à Squatter, j'étais à 17-18 ans. Et tu dois voir là, il y a un petit chapeau de paille là, pour Ouais. les gens qui reconnaissent la référence de One Piece. One Piece, c'est l'histoire d'un pirate qui démarre sa vie dans une décharge et qui petit à petit devient le roi des pirates à force de combat. Et c'est une référence qui est géniale. Bon, déjà, l'auteur est incroyable. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui me parle parce que forcément, moi aussi, je suis parti de la rue et petit à petit, je me suis élevé au-dessus de ma condition. Et à force de travail, à force de beaucoup d'échecs et de claques dans la gueule, c'est pour ça que j'ai le nez pété d'ailleurs, tu vois, il est un petit peu de travers. Ça, c'est la vie, quoi. Et forcément, on apprend, on grandit, et si on persévère, on réussit. Il faut juste ne pas abandonner. Et je suis resté dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai jamais ressenti le besoin de reconnaissance. Enfin, je l'ai ressenti pendant une toute petite période. J'ai fait quelques conférences sur scène, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce dont j'avais besoin. Ce que je voulais, c'était vraiment impacter. Et je voulais juste que mon travail soit utile et apporte plus de liberté, voilà, aux personnes qui me suivent. C'est vraiment ça ma valeur fondamentale, c'est la liberté. Et j'ai préféré rester dans l'ombre parce que c'est beaucoup plus efficace et qu'on est beaucoup moins distrait. D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à l'affiliation en fin de compte ? Parce que tu sais, souvent quand on voit vendre en ligne, vendre sur Internet, on va penser e-commerce, on va penser peut-être dropshipping, on va peut-être penser coaching, consulting, etc. Comment est-ce que toi t'en arrives ? Est-ce que tu es arrivé directement à l'affiliation ou est-ce que tu as fait des sauts de puce pour y arriver ? Tu fais bien de parler de saut de puce, on va parler de l'origine de l'affiliation pour les personnes qui connaissent pas. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire dans le côté positif de la force et dans le côté dark. Le côté positif, c'est Amazon qui a créé l'affiliation il y a quelques années pour répondre à une blogueuse qui vendait des produits sur son blog et qui voulait recevoir une commission pour les affaires qu'elle apportait. Et Amazon a fini par mettre en place un programme d'affiliation suite aux demandes de cette personne et ça s'est popularisé. L'autre histoire, l'autre face de la pièce, comme toujours, là on va parler du porno. Dans le porno, c'est une industrie qui innove énormément d'un point de vue technologique et depuis toujours. Okay. On dit que il est possible que ce soit l'industrie du porno qui ait créé l'affiliation. Alors peut-être que la blogueuse en question consommait du porno, a vu l'affiliation et s'est dit je vais aller demander à Amazon, je sais pas, peut-être qu'il y a rien entre les deux, mais voilà, l'origine de l'affiliation, elle est là. Pourquoi je suis passé à l'affiliation ? Le parcours, il a été c'était un grand 8 en fait. Au départ, j'ai créé mon studio de création de jeux vidéo. J'ai exposé à la Gamescom, au Tokyo Game Show, j'ai participé à une mission parlementaire, j'ai fait plein de trucs, vraiment plein de trucs. Et quand je devais remplir des dossiers de subvention, on me disait toujours mets un budget marketing dans le prévisionnel. Mais on me disait jamais à quoi ça sert un budget marketing, qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comment on le dépense. Donc j'en suis arrivé au point où avec les associés ça a fini par clasher parce qu'on a bossé 2-3 ans sans se payer et que les tensions montaient très rapidement. Et à la fermeture je me suis posé la question,
qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Et ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est que je n'avais pas de connaissances en marketing. Et les connaissances en marketing les plus importantes, c'est comment créer et rassembler une communauté. Parce que si tu rassembles pas une communauté, personne ne va acheter ton produit. À partir de là, je suis devenu monteur vidéo. Je suis passé par un site américain pour devenir prestataire. J'étais payé 5 € de l'heure en indépendant. D'accord. Ouais, quoi, j'ai commencé comme ça à 5 € de l'heure en indépendant et je montais les vidéos de formation de marketeurs et ça me permettait d'être payé en apprenant. Malin, malin, malin. À partir de là, j'ai commencé à travailler avec un Français qui, lui, était encore plus dans l'ombre que je le suis aujourd'hui, qui s'appelle Joff et qui m'a appris les bases du métier. Et il m'a appris l'affiliation. J'ai commencé à faire quelques lancements. Je crois que mon premier client avec lui en lancement, c'était Alexandre Ross, à D'accord. l'époque où il était encore dans la séduction. D'accord. Donc, Et qu'il avait les cheveux longs. Et qu'il avait les cheveux longs, tout à fait. Et c'était l'e-book look pour les hommes avec une formation en séduction. C'était un truc voilà, qui fait plus du tout aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, c'est comme ça que j'ai découvert l'affiliation. Et petit à petit, je me suis développé jusqu'à devenir totalement indépendant, créer mes propres stratégies de lancement, mes propres produits, etc. Et quand j'ai mis le doigt dedans, en fait, j'en suis plus jamais ressorti. D'accord. Et du coup, c'est quoi, pour les personnes qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est l'affiliation, est-ce que tu peux donner une définition de ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Ouais, l'affiliation, en fait, pour schématiser, c'est quelque chose que vous faites déjà tous les jours, mais vous n'êtes pas payé pour le faire. Quand vous voyez un film qui vous intéresse, qui vous a plu, un jeu vidéo qui vous a plu, vous allez en parler à votre entourage et vous allez leur donner envie d'aller voir le film ou jouer au jeu vidéo. Sauf que personne ne va vous payer pour ça. Dans l'affiliation, vous allez faire exactement la même chose, sauf que si la personne achète le jeu ou va voir le film, vous allez gagner un pourcentage de l'argent qu'il va débourser pour acheter ce jeu ou ce film. C'est aussi simple que ça, c'est de l'apport d'affaires. C'est quelque chose qui existait déjà, par exemple, dans l'immobilier, pour un guide touristique qui va apporter des touristes dans des boutiques, qui va toucher aussi une part des ventes qu'il va apporter. Voilà, Ouais. le principe existe déjà dans plein de milieux. Simplement, avec la numérisation, avec Internet, on arrive à toucher beaucoup plus de gens, à faire beaucoup plus de volume et forcément beaucoup plus d'argent. Magnifique. Donc c'est vraiment un point en fait qu'on fait déjà tous, mais dont on n'a pas forcément ni conscience ni comment dirais-je, qu'on ne monétise. C'est quelque chose de naturel. Quand on voit quelque chose de bien, on va le conseiller aux personnes de notre entourage parce qu'on a envie d'en faire profiter. Premièrement, ça nous met en valeur parce que on est source de bonnes opportunités. Et ensuite, ça apporte du positif dans la vie des personnes à qui on va le conseiller. Donc, c'est tout bénef. Sauf que, bon, c'est encore mieux si on est payé pour le faire. Donc ça, et le mettre sur Internet avec des accompagnements, notamment l'infoproduit, donc les infoproduits pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. J'imagine, si vous êtes sur ce podcast, vous le savez. Mais c'est des formations en ligne. C'est ça. Le gros avantage des formations en ligne, c'est la marge. On est sur une marge à 80% à peu près sur un produit numérique parce que, comme le disait Idriss Aberkan dans une de ses conférences sur l'économie de la connaissance, le gros avantage de ce business model, c'est qu'on va créer le produit une fois, on pourra le vendre 1 million de fois, on n'aura pas besoin de le recréer. Contrairement à un produit physique, si on le vend une fois, on est obligé de le recréer. Donc forcément, la marge est beaucoup plus intéressante. Exactement. Et d'ailleurs, moi, dans mon entreprise, j'ai une partie affiliation, ça représente environ 25% de mon chiffre d'affaires. Moi, je parle le partenariat plutôt que d'affiliation. Et moi, en fait, je vais venir intervenir au sein d'autres entreprises pour... voilà, ça va être au sein de leur communauté pour apporter de la valeur, pour éduquer leur comment dirais-je, leur audience, c'est ça. Avec des interventions ça peut être certaines interventions vont être payantes dans certains cadres, d'autres je vais obtenir des commissions derrière. C'est vraiment très varié. Et en fait, il y a pas un seul type d'affiliation. Enfin, dans mon cas, qui va exister. Ça va vraiment dépendre de chaque entreprise, du volume aussi que je vais avoir. Et toi, pour une personne, voilà, qui a déjà un produit qui fonctionne, parce que tu peux pas faire de l'affiliation sur un produit qui marche pas, ou sur un produit qui se lance. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour quelqu'un, voilà, qui a déjà un business qui tourne et qui se dit, ah, mais c'est vrai que j'ai jamais encore mis en place ce canal d'acquisition par l'affiliation.
quels seraient, tu vois, les 3 plus grandes métriques, les 3 plus grands secrets de Gabriel Mickey? En plus, ça rime, c'est magnifique. Bienvenue. C'est génial. Le vendredi, c'est permis. Allez. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, il faut bien préciser qu'il y a 2 positions dans l'affiliation. Contrairement au Kama Sutra, tu vois, c'est beaucoup plus simple, c'est plus facile à assimiler. Ouais. Dans l'affiliation, soit tu es affilié, soit tu es vendeur. D'accord. Déjà. Dans les 2 cas, tu peux gagner. Et surtout, tu peux avoir les 2 positions. C'est mon cas. Moi, je vends des produits en tant qu'affilié et je propose aussi à des affiliés de vendre mes produits, ce qui fait que ça se démultiplie. Pour ce qui est d'une personne qui a déjà un produit qui fonctionne, il faut que ce soit un produit qui fonctionne déjà très bien. Et il y a Ça plusieurs veut dire quoi un paramètres. produit qui fonctionne très bien? Et justement, on y vient. On y vient. Magnifique. On y vient. Un produit qui fonctionne très bien, c'est premièrement un produit qui a un très bon taux de capture. Lorsque une personne rentre dans le système de vente, elle passe par une page de capture dans laquelle on va récupérer ses coordonnées. Il faut que ce pourcentage soit premièrement suffisamment élevé pour générer du volume. Donc j'aurais tendance à dire à peu près 40-45%. Et en plus de ça, que la page filtre suffisamment les personnes qui rentrent pour que les prospects qui rentrent dans le système soient réellement intéressés et que le taux de conversion sur la vente soit vraiment intéressant. On peut avoir un taux de conversion sur une page de capture à 70% si on parle à tout le monde, mais derrière, personne ne va acheter. Mmh. On oublie souvent cette deuxième phase de la page de capture qui est de filtrer, c'est son véritable rôle de filtrer les prospects et on va surtout chercher la performance alors que c'est une erreur. Ensuite, il y a la performance en termes de vente. Et pour chiffrer la performance en termes de vente, moi j'ai tendance à fixer une valeur par inscrit. Quand un prospect rentre dans le système, il doit avoir une valeur minimum. Ça dépend de la niche. Sur du dev perso, on va être à 10-15 euros. Par contre, sur du business, en dessous de 30 euros par lead, c'est pas intéressant. À titre d'exemple, je suis en train de lancer un produit pour moi. Je suis à 70 euros de valeur par lead sur mon lancement. Là, on peut dire qu'on a un bon produit et qu'on peut le proposer à des affiliés parce qu'on a de vrais chiffres. Alors, il faut un volume minimum. Hein. Si tu fais 100 euros par lead mais tu n'as fait qu'une vente, bon, tu n'es pas très crédible. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est une démarche. C'est une démarche. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que les affiliés aient le moins d'efforts possible à faire pour faire la promotion du produit et un maximum d'impact aussi. Donc, on a tendance à créer tout le matériel de promotion, les modèles d'email, les images, des shorts, etc., pour faciliter le travail et faire en sorte d'avoir un maximum d'impact avec le minimum d'efforts. Maximum d'impact, minimum d'effort. Ça, c'est vraiment le comprendre. Et tu vois, quand je faisais mes partenariats, quand je fais toujours mes partenariats, il y a vraiment une chose qui était un game changer. C'était qu'en fait, sur l'appel que je faisais avec eux, ils repartaient avec leur pack marketing, avec comme ce que tu disais, images, texte, email, tout ce dont ils avaient besoin. Je faisais même leur page de capture quand on faisait des webinaires croisés. Et c'est vrai que c'était un vrai game changer plutôt que d'y aller à la mano. Vas-y, on fait ça, mais comment ça marche, etc. Donc c'est vraiment important de venir mâcher le travail des. C'est super important. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas conscience quand on se lance en affiliation et qu'on est vendeur de solutions, c'est que les affiliés sont des super prospects. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, les affiliés sont formés au marketing, ils sont formés aux techniques de conversion, etc. Donc, si on cherche à, entre guillemets, les closer, ils vont le sentir et ils vont fuir et aller voir quelqu'un d'autre. Il faut d'abord privilégier la relation humaine, avant tout, et ensuite passer à la relation business. Et toujours dans ce sens. Et de la même manière que l'on va créer un business en infoprenariat ou dans un autre domaine, on commence toujours par donner avant de demander. Toujours. On en parlait là, il y a quelques jours de ça, c'est donner. En fait, c'est un peu le Enrico Macias. Donner. Exactement. Tu donnes, et à un moment, tu reçois. C'est comme quand tu crées un jardin, là, tu as ton petit potager, et tu vas planter des graines, tu vas faire pousser, tu vas donner beaucoup d'énergie, de temps, et après, tu vas en récolter les fruits. C'est ça. Et il y a une chose aussi à prendre en considération, c'est que les gens pensent que c'est donner, et que ça va être obligatoire qu'ils vont recevoir après. Et en fait, c'est ce que Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain, il a un livre qui s'appelle Jab, Right Hook. Et il dit en fait c'est donne et après tu demandes, mais c'est pas un dû. Et pour beaucoup de personnes, ils pensent que parce que je t'ai donné, alors c'est dû. Erreur, c'est tu demandes et on peut te dire oui, on peut te dire non. C'est ça. En fait, dans les vieilles formations en marketing, ce qu'on te disait, c'était donne pour créer de la dette.
Et une fois que tu as créé de la dette, tu vas en gros aller récolter le fruit de ta dette et culpabiliser les gens pour qu'ils viennent bosser avec toi. Si tu fais ça, ça pourra marcher une fois, mais tu vas te tirer une balle dans le pied et sur la durée, tu vas pas tenir. Et donc, qu'est-ce que tu recommandes au 21e siècle dans le nouveau marketing? De devenir une opportunité. Si De tu deviens devenir une opportunité, tu attires les gens à toi. Tu vas pas les chercher, tu les attires. Et la posture, elle est différente, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Là où avant, on allait chercher les gens en essayant de les convaincre par du cash, par des cadeaux, etc. On le fait toujours, hein, mais ça, c'est une récompense sur le travail. Ce qu'on fait, c'est qu'on devient une opportunité. On fait en sorte que la personne se dise « Putain, ce mec, je le vois partout. Il y a un truc à faire. » Ou cette personne m'en a parlé, cette personne m'en a parlé, cette personne m'en a parlé. J'ai jamais été en contact avec lui, mais ça m'intéresse. C'est comme ça que David Laroche est venu me chercher, en fait. C'est pas moi qui suis allé voir David Laroche pour travailler avec lui. C'est qu'il a tellement entendu parler de moi qu'il s'est dit « Putain, j'en ai marre d'entendre parler de ce mec. Je crois pas du tout en l'affiliation, mais je vais aller le voir et on va voir si on peut faire un truc ensemble. » Et il m'a appelé, on a discuté, on a fait un lancement ensemble. Il a jamais fait autant. Il a fait des chiffres incroyables. Et du coup, après, il m'a dit, mec, j'y croyais pas, mais merci parce que grâce à toi, j'ai ajouté une corde à mon arc. Et je suis très content de ça. Je suis très content de ça. Mais aujourd'hui, moi, ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce business de l'affiliation. Et ça doit faire à peu près 10 ans que je vais plus chercher de clients. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que l'affiliation soit pas aussi mainstream que, par exemple, pub Facebook, réseaux sociaux, donc création de contenu organique, etc. Parce que, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait vendre, c'est quelque chose qui est à la mode. On a eu les NFT, on a eu la crypto, on a l'IA. Ce qui fait vendre, c'est à la mode. Parce que les gens se disent, il y a une bulle, je vais faire beaucoup d'argent dans cette bulle, et après, je passerai à la bulle suivante. Et on voit des entrepreneurs qui font ça, qui à chaque fois se mettent dans la bulle et deviennent experts de la bulle en question. Voilà, on en connaît. Mais le truc, c'est que l'affiliation, moi, ça fait plus de 10 ans que je le fais, et ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que c'est pas une bulle, c'est un business model solide, stable, qui fonctionne, mais du coup, c'est moins séduisant. Pas parce que ça génère moins d'argent, mais parce que c'est pas une bulle. Du coup, il n'y a pas d'effet de mode, il n'y a pas d'effet de tsunami qui fait que les gens sont embarqués dans ce système-là. Ensuite, l'affiliation, c'est quelque chose de très simple comme business model. Il n'y a pas besoin de compétences techniques immenses comme dans l'IA, par exemple. Il y a plein d'IA à maîtriser, il faut maîtriser les prompts, voilà, il y a de l'IA vidéo, son, etc. Donc, voilà, c'est intéressant. L'affiliation, c'est beaucoup plus simple. N'importe qui de chez soi, avec un petit téléphone ou un ordinateur portable, peut faire de l'affiliation et gagner de l'argent. Je dis pas que en amateur, tu vas gagner 10 000 euros par mois, mais tu peux bien te faire 100 euros par mois facile. Et ça, c'est difficile à comprendre pour un prospect parce que il est tellement habitué à ce qu'on lui dise « Mec, je te fais une formation, tu vas passer un mois à travailler et tu vas gagner 10 000 euros par mois. » Ou tu vas faire un webinaire et dans la soirée, tu vas gagner 1 million. Tu vois, on est sur des promesses tellement irréalistes et les gens accrochent tellement à ces promesses irréalistes que quand tu leur dis « Écoute, moi j'ai un business model qui est extrêmement stable, solide, tu vas pouvoir faire 500 euros par mois, 1000 euros, 3000 euros par mois, et tu vas pouvoir en vivre en ayant du temps pour profiter de ta famille, etc. » Ça paraît fake. Ou alors ça paraît pas assez intéressant parce qu'il y a un gros contraste entre ces deux offres. Donc oui, l'affiliation est un peu moins populaire et aussi et surtout, il y a un rapprochement qui est fait dans la tête des gens avec le MLM. Ah, intéressant. Les gens ne comprennent pas la différence entre affiliation et MLM. Pour les gens qui ne connaissent pas le MLM, le marketing de réseau, c'est un système de vente multiniveau. Donc l'affiliation, on peut aller jusqu'à 2 niveaux maximum, mais le MLM, on peut faire 100 niveaux en profondeur. Voilà. Ouais. Et ce sont des business qui sont temporaires la plupart du temps, qui génèrent beaucoup de cash au début et qui après, à la fin, en longue traîne, génèrent très très peu. Et les gens qui sont en bout de fil tirent la langue, bossent énormément et ne gagnent absolument rien. Par contre, ceux qui sont au-dessus gagnent beaucoup. L'affiliation, c'est totalement différent. L'affiliation, c'est je t'apporte en direct un business, je touche un pourcentage. Sur un business numérique, ça peut aller jusqu'à 100% du produit en termes de prix de vente. Ouais, je vois que tu tires à... Tu gagnes comment il gagne comment le producteur? C'est hyper facile. J'ai un tunnel de vente dans lequel je vends un produit, allez, on va dire à 50 euros en front, et après, derrière, je vais vendre un produit à 500, un produit à 1000. Sur le premier produit, je te donne 100% de D'accord, ok. commission. Et après, je te donne 20 à 30% sur les suivants.
Et comme ça, tu vas faire plus d'efforts pour de l'acquisition. Je vais acquérir, moi, dans mon système, que des clients, mais j'aurai pas Ouais. dépensé d'argent en pub. Ouais. Je vais te Magnifique. payer uniquement si tu m'apportes des clients. Et j'aurai dans mon système que des clients de qualité qui ont déjà acheté un produit et ils sont déjà convaincus. Donc, ils vont acheter le produit derrière à 500 et à 1000 euros. Extraordinaire. Et du coup, comment tu fais pour trouver des affiliés? Comment tu fais? Parce que du coup, et surtout des affiliés, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Tu sais, nous, enfin, on avait fait deux événements qui s'appelaient Momentum Vendre en ligne, où on avait mis 80 entrepreneurs francophones sur les thématiques du marketing dedans. Mhm. Et tous, quand on leur propose l'opportunité, ils sont yes, Gaël, on y va, on va te soutenir, on va mailer, on va faire tout ce qu'il faut, on va envoyer sur les réseaux, etc., etc. Mais avec mon partenaire, lui, il était excellent en tracking. Moi, tu vois, j'étais excellent pour ramener toutes les personnes, les 80 personnes, tu vois, Mhm. dans l'event. Lui, il était très très bon en tracking, etc. Il me disait, mais Gaël, ils sont cool les gens, mais tu devais en avoir, allez, 20-30% max qui faisaient ce qu'ils avaient dit. Et d'ailleurs, on avait une expression avec Rich qui était, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font, tu vois. Alors, à une époque, Ouais. dans les débuts de l'infoprenariat, il y a 10 ans, 5-10 ans, on se soutenait énormément les uns les autres. Et on partait du principe qu'on avançait ensemble et si quelqu'un communiquait pour nous, on allait communiquer en retour. Aujourd'hui, on est sur un état d'esprit beaucoup plus égoïste où je vais profiter de toi, mais je vais pas te renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est vraiment l'ambiance actuellement de la nouvelle génération. C'est je vais prendre tout ce que je peux et après je vais disparaître, je vais créer un autre business model, un autre business, je vais changer de pays, je vais faire, tu vois. C'est vraiment l'état d'esprit aujourd'hui. Parmi les anciens, il en reste encore beaucoup qui sont dans l'état d'esprit du début, mais qui sont très déçus par cette nouvelle génération qui a tendance à prendre et à pas donner. Donc, la première chose à faire, c'est pas chercher du volume. T'en as eu 80, c'est très bien, mais t'aurais dû vraiment filtrer les gens et premièrement, soit leur faire signer un contrat. Leur faire signer un contrat, d'accord. Ça, c'est déjà la première étape. Tu leur fais signer un contrat d'affiliation avec une obligation. Deuxième chose, tu leur fais communiquer avant l'événement et sinon pas communiquer avant, tu les vires de l'événement. Ok, ouais. Et après, c'est vraiment de la confiance, c'est vraiment de la relation. C'est en fait, si, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas une opportunité, si tu n'as pas quelque chose à leur renvoyer, ça va être compliqué de les convaincre de faire quelque chose pour toi. L'événement en lui-même a apporté du trafic, c'est cool pour eux. Est-ce que ça leur a apporté des ventes? Je ne sais pas. Mais il aurait dû y avoir une brique supplémentaire dans un second temps où, ok, on fait ça ensemble, tu vas apporter du trafic et dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mailer pour toi sur ton lancement. Ouais. Bah nous, on avait un truc assez similaire à ça. En fin de compte, c'était pas qu'on mailait sur leur lancement, mais par contre, ils avaient pas leur offre, comment ça s'appelle leur Un appel à l'action en fin de l'intervention. Ouais, ça en fait, nous en fait, ils avaient tout le trafic. Ensuite, nous en fait, on leur reversait 100% des inscriptions, comme ce que tu faisais, et ensuite bah voilà, on leur renvoyait des clients derrière, tu vois. Faut que ce soit conditionné. Si tu fais ça, ok, on le fait pour toi, mais à condition que toi-même tu fasses le travail, tu vois. Et c'était un peu la problématique, ouais. Avec tout le système de tracking que tu as en place, tu peux savoir qui fait quoi. C'est très c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Donc, ouais, c'est intéressant. Donc, toi, est-ce que tu as une méthode particulière, voilà, pour sélectionner les bons affiliés? Tu vois, je te donne un exemple. L'année dernière, moi, je testais les partenariats et l'affiliation, donc j'en avais fait pas mal. Et je me suis rendu compte, en fait, c'était un peu, je prenais les personnes, voilà, qui étaient prêtes à jouer le jeu avec moi, et j'ai regardé, voilà, celles avec qui il y avait vraiment des résultats et d'autres pas, tu vois. Et comment tu fais, toi, du coup? Est-ce que tu gardes même ceux avec lesquels t'as pas de résultats, ou ça se passe comment? Non, je garde pas les gens avec qui j'ai pas de résultats, ça sert à rien. Mon temps est précieux et le leur aussi. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est comme n'importe quelle relation. Quand tu es en couple, si ça marche pas, tu vas pas à un moment donné, t'as essayé, mais bon, faut savoir couper court. Ouais, c'est pas faut pas faire la Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça pourrait marcher. Non.
Premièrement, avoir des personnes de confiance dans le réseau qui sont capables de te dire quelle est la réputation de la personne que tu veux recruter. D'accord. Ça, c'est hyper important. Il y a toujours des nœuds dans ton réseau, des gens qui sont au courant de tout. Et ces gens-là... Ce que j'appelle la gazette des infopreneurs. Voilà, et ces gens-là, ils sont hyper importants parce que ce sont des mines d'informations. Et oui, il y a des oui-dire, tu as des rumeurs qui courent, etc. Mais tu as aussi des faits, tu as aussi des événements qui se sont passés qui font que tu peux savoir si la personne est réglo ou pas. Si la personne a déjà participé à des événements avant, contacte les organisateurs et vois si il a fait sa part. Ouais, bien sûr. Donc ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, mais les résultats sont quand même beaucoup plus intéressants. Ouais, ça c'est... Parce que tu vois, j'ai une autre théorie de quelqu'un qui fait pas mal d'affiliations aussi. Et lui, en fait, il a ce qu'ils appellent entre guillemets les gros affiliés qui vont lui ramener pas mal de volume. Mais après, il me dit, mais j'ai aussi des plus petits affiliés qui vont me ramener peut-être une vente ou deux. Mais c'est en fait, quand je mets toutes les petites, une vente ou deux bout à bout, bah, ça fait un gros bout, tu vois. Exactement. Si tu en as 100 qui te ramènent une vente, bah, ça te fait bien plus qu'un gros. C'est ça. Et puis si le gros il part, ça pique direct, quoi. Donc c'est vraiment avoir un bon équilibre entre ces deux-là. Alors oui, et ce que tu viens de dire est intéressant. Si le gros part, ça pète l'équilibre. Faut pas que l'affiliation ce soit une grosse part de ton chiffre d'affaires. Ok. Sur 25%, c'est bien, mais il faut pas que si jamais tu gagnes pas en affiliation, ça mette en péril ton événement ou ton business. Ouais. Enfin, sur l'événement, c'est ce qu'on a fait il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. Donc ça fait plus partie de nos projets. Mais ouais, je vois ça, ce que tu veux dire, tu vois, Ok, d'accord, que l'affiliation ne mette pas en péril ton business. Ça, c'est extrêmement important aussi, tu vois. C'est très très important. C'est une stratégie parmi d'autres, mais c'est comme un tabouret ou une chaise. Plus tu as de pieds sur lesquels t'appuyer, plus tu es stable. Ouais. Donc tu vas avoir la publicité, tu vas avoir le SEO, tu vas avoir l'organique sur les réseaux sociaux, tu vas avoir le partage d'audience via les interviews comme tu le fais là. L'affiliation, c'est une stratégie parmi d'autres qui peut faire exploser un business, on est d'accord, c'est tout à fait possible, mais il faut pas compter à 100% là-dessus. Ouais, ok, je comprends. Moi, j'ai un autre canal d'acquisition qui est le réseautage, comme on a pu le voir ce week-end, où aussi c'est vraiment extrêmement, extrêmement puissant, qui te permet de balayer tout ça. Enfin, mes affiliés, enfin tes affiliés, j'imagine tu les trouves à travers ton réseau. Ou tu fais de la pub pour ça. Pour mes affiliés, je les ai parmi mes élèves, je les ai parmi mon réseau, je les ai parmi le réseau de mes affiliés ou mes clients aussi, tout simplement, parce que je gère les lancements de produits des gros infopreneurs. Donc, ils ont eux-mêmes des affiliés qui me découvrent et qui ont envie après de me suivre sur d'autres lancements, etc. Donc, ouais, ça vient d'un petit peu partout. Puis j'ai forcément YouTube et autres, donc... Et puis ça fait 12-13 ans, donc tu as une belle communauté. Savoir. Absolument, absolument. Ça, c'est intéressant que tu dises que l'affiliation doit être une des branches de ton tabouret et pas la branche principale. Enfin, ouais, quelqu'un qui vit d'un business model aura tendance à te dire qu'il faut prioriser ça parce que c'est au service de son business. S'il te dit ça, ça risque de lui amener plus de chiffre d'affaires derrière et de clients. Mais je suis quelqu'un de très honnête, de très transparent. Donc jamais je te dirais qu'il faut prioriser ça si c'est pas le cas ou si ça peut mettre ton activité en danger. Ouais, parce que c'est une chose sur laquelle bien faire attention. Attention à ne pas mettre son activité en danger. Et c'est pour ça, avoir plusieurs canaux d'acquisition, éviter par exemple de tout laisser sur les réseaux sociaux. Si votre seul canal d'acquisition c'est LinkedIn, le jour où vous... Hein ? Toujours capturé. Ouais, ça c'est une leçon que tu m'as donnée ce week-end. Je suis là, mais oui, c'est vrai que je pourrais mettre de la capture de la captation de prospects à plus d'endroits. C'est absolument. Enfin, tu vois, ça c'est un game changer. Et une chose aussi qui est importante. Quoi ? J'ai une affiliée là qui a perdu son compte Instagram. Elle avait à peu près 6000, 6500 abonnés, très très ciblée, et ça lui faisait son chiffre. Sauf que elle a eu un souci, Instagram, son compte a totalement disparu, et derrière, elle a plus rien pour se retourner parce que elle a pas capturé. Pendant des années, elle s'est dit je le ferai plus tard parce que tout a l'air de bien se passer, mais du jour au lendemain, elle l'a perdu, et aujourd'hui, elle a plus de prospects. Ça, tu sais, c'est un peu un peu comme les histoires des assurances, quoi. C'est tu prends une assurance quand le voisin s'est fait cambrioler. Et oui. Et j'ai une anecdote sur ça.
j'avais un de mes clients, c'est à l'époque où je faisais du copywriting il y a 6-7 ans. Et lui captait tout son trafic par l'intermédiaire de son groupe sur Facebook. Et je lui dis, t'as des mails? Il me dit, ouais, mais on les utilise pas. Il dit, alors, continue. Ouais, j'ai fait la même tête. Continue et prends plus comment ça s'appelle, de contacts, etc. On avait automatisé à l'entrée de son groupe Facebook, etc. pour, tu sais, tu peux répondre aux 3 questions. Après, il y a des logiciels qui te permettent de tout connecter. Et je lui dis ça et tu vas le croire. Genre 3 semaines, 1 mois plus tard, son groupe Facebook est fermé par Facebook, où il avait quelque chose comme plus de 10 000 personnes dedans quand même. Donc c'était pas un petit groupe, il en faisait rentrer tous les jours que Dieu faisait. Et je lui dis, bah tu sais ce qu'on fait, on part à fond sur les mails. Du coup, il avait plus de groupe Facebook, donc il mettait de la publicité pour remplir le groupe, donc il a arrêté de payer de la pub. On a maintenu son chiffre d'affaires pendant quasiment 1 mois, le temps qu'il fasse le nécessaire avec Facebook pour récupérer son groupe en fait. Et je lui dis, imagine-toi si tu n'avais pas eu tes emails et que Facebook avait décidé de fermer ton groupe à jamais. T'aurais fait quoi toi? Il me dit, ouais, c'est vrai que ça aurait été chaud. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des comptes énormes et qui se disent, si ça ferme, je vais réinviter les gens, ils vont me suivre. Ouais. Mais à chaque fois, t'en perds un pourcentage non négligeable. Énorme. Et il faut savoir une chose, c'est que dans tous les business Internet, on peut automatiser. Et ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Tu vas capturer les gens, mais derrière, comme tu le disais, tu vas utiliser les emails. Mais avec les emails, si tu écris une séquence email automatique qui envoie des emails pendant 1 an, et pendant cette année, tu fais la promotion de produits en affiliation, c'est-à-dire que toutes les semaines, sur chaque personne qui rentre pendant 1 an, tu peux gagner une commission. Si tu en rentres 100, 200, 2000 sur 1 an, vous savez combien de commissions qui tombent en automatique? Et certaines sont récurrentes. En vacances, hein. Et si tu vends des logiciels, c'est des commissions récurrentes. Hein. Tout à fait. Des logiciels, des abonnements à des clubs, des consommables. Enfin, il y a moyen d'avoir des achats récurrents qui sont très intéressants. C'est bon ça. Et tu vois, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai mis en place là, quand je fais mon onboarding avec mes clients. Je suis parti du principe, comment est-ce que je peux aider mes clients au maximum? Et donc, il y a des offres partenaires qui sont dans ma séquence d'onboarding avec, ils vont avoir des questions en termes de fiscalité, des questions en termes de légalité, moi, par rapport à ce que je fais, venir trouver leur unicité. Donc, j'ai certains, comment dirais-je, c'est pas des questions, des tests, des tests à remplir pour leur apporter vraiment leur unicité. Okay. Et tout ça, c'est des choses en fait qui viennent apporter de la valeur au même public, mais sous différents thèmes. Et c'est intéressant parce que du coup, une personne qui rentre à X, ça lui permet d'augmenter le panier moyen. Et j'en ai certains comme ça, qui sont rentrés sur un accompagnement qui était à 3 500 €. Et là, ils sont à plus de 18 000 € d'investis entre mes accompagnements et les commissions que j'ai pu prendre sur d'autres offres. Donc très intéressant ce que tu dis là, et c'est intelligent. Et bien souvent, c'est quelque chose qu'on ne dit pas ou qu'on passe très rapidement. Le fait de connaître son audience, c'est primordial. Là, je viens de dépenser, le mois dernier, j'ai dépensé 5 000 € pour faire un sondage sur mon audience, juste pour actualiser mes connaissances sur les personnes qui me suivent, connaître leurs archétypes, connaître leurs aspirations, savoir s'ils sont satisfaits de leur relation avec moi et s'ils attendent quelque chose en particulier. Et je me suis rendu compte que ils sont ultra contents. J'ai pas de Trustpilot, mais je suis à plus de 4,5 sur 5 sur le sondage. La communication que j'ai voulu prendre, le virage que j'ai voulu prendre est en total accord avec ce qu'ils attendent de moi et ce qu'ils perçoivent de moi. Et derrière, j'ai créé un produit en récupérant ces données-là, et la conversion a explosé aussi. Donc à partir du moment où tu sais à qui tu t'adresses, tu connais précisément les gens qui te suivent et que tu continues à être toujours en accord avec déjà tes valeurs et avec quand tu fais ce que tu dis tout simplement, ça marche super bien. Tu peux leur proposer des produits en affiliation derrière, ils vont se dire ok, si c'est lui qui le propose, je lui fais confiance, c'est que c'est bon pour moi. Et derrière, il y a quasiment pas de friction, les gens vont acheter. C'est ça. Et ça rentre dans leur
t'as tout dit, tu vois, il y a déjà une confiance qui est installée, et du coup, ça va beaucoup plus... Enfin, c'est plus facile d'acheter auprès d'une personne en qui t'as déjà confiance. Enfin, si on te le Bien sûr. recommande. Bien sûr. C'est la théorie du dentiste, tu sais. Le dentiste, en général, on va chez un dentiste qui nous est recommandé. Ouais. Ça n'empêche pas de ne pas aimer la roulette. Ça empêche pas de... et c'est justement pour ça. C'est justement pour ça, tu vois. C'est parce que justement, comme on n'aime pas la roulette, bah on se dit, je préfère que Gabriel me dise qui est son dentiste plutôt que d'aller explorer les dentistes alentours, tu vois. Tout à fait. Donc, très, 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 très important. Gabriel, on a une tradition dans ce podcast, c'est je demande à un des autres invités de laisser une question. Tu ne sais pas qui c'est. Et la question, c'est quels sont les 3 livres que tout le monde lit dans ta niche et qui sont surcotés? C'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable parce que je suis pas du tout lecture. Moi. Ah. je suis pas du tout lecture. D'ailleurs, on m'a donné des livres, je les ai même pas lus. Ah. Non, en vérité, le fait de dire que des livres sont surcotés ou pas, c'est très subjectif. Parce que ça va dépendre beaucoup de ton parcours, ça va dépendre de tes connaissances, ça va dépendre de ton influence sociale, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'aurais tendance à dire que s'ouvrir à la lecture est une bonne chose, toujours avec un esprit critique et toujours en remettant en perspective avec déjà ce que l'on sait et garder en tête ce qu'on a lu pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, faire le rapprochement et se dire « Ah oui, c'est vrai, maintenant avec ce parcours-là, ce que j'ai lu dans ce livre, je le comprends un peu mieux. » Je peux lire un livre aujourd'hui, me dire c'est de la merde, et dans 2 ans, j'aurais vécu quelque chose de fort, peut-être au niveau personnel ou au niveau professionnel, et me dire ah ouais, j'avais pas compris finalement. Tu vois. Donc j'aurais tendance à dire peut-être un livre, L'art de la guerre de Sun Tzu. Okay. C'est un livre qui est très bien pour des débutants, mais je me suis un peu ennuyé. C'est ultra répétitif et en vrai, quand on est fan de jeux vidéo et d'animé, on n'y apprend plus grand-chose. Intéressant, intéressant. Y en a-t-il d'autres? Le Becherel. Si tu vas par là, on va parler du bled. Le Becherel. Et pourquoi le Becherel? Parce que aujourd'hui, on conseille aux gens sur TikTok, notamment, de faire volontairement des fautes de français parce qu'on fait plus de vues quand on en fait. Et ce qui est vrai, malheureusement. Extraordinaire. Tu sais qu'il y avait un copywriter, un génie. Il devait vendre des produits qui se vendaient pas de ouf. Et en fait, il voulait mettre un discount dessus, mais c'était interdit par les autorités américaines. Et en fait, il a dit, on a fait des fautes volontairement dans ce texte. Pour chaque faute que vous trouvez, on vous donne un discount de temps. Et ils n'ont jamais fait autant de ventes que ça. Intéressant. Très intéressant. C'est bien parce que là, tu vois, on est dans la gamification. La gamification, c'est un processus incroyable. Pour les gens qui connaissent pas la gamification, c'est créer des processus qui vont faire en sorte que le cerveau va aller rechercher l'interaction. Par exemple, dans les jeux vidéo, on va créer un parcours dans lequel on va moduler la difficulté. Par exemple, quand on va tomber sur un ennemi, l'ennemi va être facile à battre au début. Après, on va tomber sur un ennemi plus fort qui va nous poser des difficultés, qui va nous pousser à réfléchir, mettre en place des stratégies et utiliser les compétences qu'on a débloquées. Et juste derrière, on va retomber sur des ennemis plus faibles. Pourquoi? Pour que le cerveau se repose et reprenne du plaisir et reprenne de l'inertie dans son parcours. La gamification, c'est un petit peu ça, sauf qu'on peut l'appliquer à l'apprentissage, on peut l'appliquer au marketing, on peut l'appliquer à absolument tout. Et là, on voit dans la vente, ça fonctionne extrêmement bien. Extraordinaire, extraordinaire. Moi, tu vois, il y a un livre que je trouve surcoté. Moi, c'est La semaine de 4 heures. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, Ok. Quand j'étais en entreprise, on a fait pas mal de formations sur la productivité, etc., etc., etc. En fait, j'avais l'impression, tu sais, dans La semaine de 4 heures, je m'attendais. En fait, j'avais des attentes supérieures à ce qu'il y avait dans le bouquin. Et je suis là à me dire, mais en fait, c'est un livre de productivité, quoi.
Et j'étais déçu, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça a l'air truc de ouf et tout. Mais j'ai appris 2-3 trucs, tu vois, comme l'importance de la délégation, etc. Nanani, nanana. Mais à part ça, je me suis dit, ouais, ils sont tous à rêver de Tim Ferriss, mais c'était pas. Peut-être pas mon préféré, quoi. Je comprends. Après, il faut voir aussi l'aspect. Le titre, la semaine de 4 heures, je vais dire 80% des gens se sont arrêtés là, au titre. Mais, Et derrière, on dit ouais, tu peux passer 4 heures par semaine et générer 100 000 euros par mois. Bon, à un moment donné, il faut peut-être expliquer que pour en arriver à bosser seulement 4 heures par semaine, il faut passer des milliers d'heures de mise en place, d'apprentissage, d'automatisation, de création de systèmes. et de notoriété de ouf, tu vois. Parce qu'il faut pas Et oublier, Tim Ferriss, il est partout. Et ça, tu vois, ça c'est du capital qu'on peut jamais te retirer. Déjà, et en plus de ça, c'est un gros bosseur, donc lui-même Ouais. ne passe pas 4 heures à bosser dans la semaine. Ouais, donc la petite blague, ouais. Bien. Ce podcast s'appelle le différenciateur inné. C'est Ouais. quoi pour toi, Gabriel, ton différenciateur inné? Bon, différenciateur inné. Je dirais, je suis un connard. D'accord. Non, Un bon connard, mais un bon quand ouais, même. je tiens un bon connard, un bon connard. Ouais. Je suis quelqu'un de très 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 honnête et de très franc. Je suis tellement honnête que ça joue contre moi en fait. Euh, J'aurais pu devenir très 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 riche beaucoup plus rapidement, sauf que je suis tellement honnête que j'ai pas pu. La vérité, c'est que je je suis quelqu'un de vraiment foncièrement honnête. Pour tout te dire, qu'à l'époque où j'étais squatter, où j'avais rien à bouffer, euh, je vivais vraiment dans la précarité. J'étais dans le froid dans les Pyrénées et bon, c'était très 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 dur l'hiver. Et quand j'avais rien à bouffer, je pensais braquer des banques, je pensais péter des vitrines de magasins, tu vois, pour récupérer du matos, le revendre, etc., pour me payer à bouffer. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec un pavé dans la main, dans la rue, en pleine nuit, et de pas réussir à sauter le pas. Parce que je pensais aux conséquences, parce que je pensais pas au fait que j'allais en prison, mais parce que je pensais que j'allais faire du mal aux vendeurs, parce que, tu vois, et je voulais pas franchir cette ligne. Je pouvais vendre de la drogue à l'époque, ça, j'avais accès, j'avais le réseau pour ça, j'aurais pu. Mais là encore une fois, c'était impensable pour moi de faire ça, sachant que j'allais potentiellement détruire des vies derrière, et que, ok, j'aurais pu manger à ma faim, j'aurais pu avoir un peu de confort, mais j'ai jamais pu sauter ce pas. Et je pense que mon différenciateur à moi, il est là, dans le fait d'être foncièrement honnête et dans le côté lumineux de la force. Je suis plutôt vers les Jedi que les Sith, et d'avoir réussi à tenir malgré toutes les difficultés, malgré les situations extrêmement dures à vivre, les souffrances, et d'être toujours resté dans le droit chemin. Extraordinaire. L'honnêteté qui te permettent de durer aussi. C'est ça. Bah, toutes les personnes de mon réseau qui me connaissent savent que quand je dis quelque chose, je le fais. Et si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Même si ça fait mal, je te le dirai. Si c'est dans ton intérêt. Merci pour cette franchise et honnêteté. J'ai une mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a révélé ton potentiel. Sur la partie de connecter l'humanité, quelle autre personne est-ce que tu aimerais, personne de ton entourage, tu aimerais voir interviewer sur ce podcast? Ah, j'ai des potos que j'aimerais bien voir passer par là. Tu as Lorenzo Pancino, qui est une personne humainement incroyable, qui a un cœur énorme, qui est extrêmement sympathique aussi, et qui a une histoire géniale à partager, beaucoup de compétences aussi à partager, quelque chose de vraiment profond. Au-delà, tu vas avoir par exemple Sylvain Milon, qui est dans l'affiliation, qui a créé la première plateforme française d'affiliation, qui lui aussi aurait beaucoup de choses à apporter, mais qui a tendance à rester dans l'ombre, un petit peu comme nous. On va voir s'il va vouloir venir, alors s'il va mettre dans l'ombre. Ah bah écoute, deviens une opportunité et il viendra à toi. Avec plaisir, avec plaisir. Cool, super. Bah, écoute, Lorenzo et Sylvain, l'invitation est lancée. Pour les personnes qui veulent te contacter, comment fait-on, Gabriel? Alors, une enveloppe avec un gros billet, pour commencer. Très bien, pour commencer. Je vous donne accès à mon adresse LinkedIn. Ouais, c'est ça. Venez sur LinkedIn, invitez-moi et envoyez-moi un message.
Chose très importante, si jamais je reçois un message commercial qui ressemble à un message de bot ou d'IA, j'y réponds pas, je l'ouvre même pas. Donc, privilégier la relation humaine avant tout, hein, comme on le disait. Magnifique. Super. Et on va te laisser le mot pour la fin. On arrive à la fin de ce podcast. Gabriel, c'est à toi. Alors, si jamais vous êtes célibataire et que Gaël vous plaît, laissez votre 06. Eh ben, Tita, c'est le podcast sur lequel je reçois le plus de contacts. Écoute, pour toutes tes dépenses en restauration, je prendrai 10%. Voilà. Pour le mot de la fin, tout simplement, j'aurais tendance à dire, vous allez voir beaucoup d'objets brillants, vous allez entendre beaucoup de promesses, et il faut jamais oublier que le produit principal, c'est vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les vendeurs de solutions, le produit principal, dans tous les cas, c'est vous. Donc, gardez un esprit critique, gardez la tête froide, évitez la réflexion émotionnelle, privilégiez la pensée logique. Demandez-vous si ce qu'on vous propose est bon pour vous, si c'est stable et que ça va tenir sur la durée. Et à partir de ce moment-là seulement, envisagez de vous engager dans une voie. Ne le faites pas avant. Merci Gabriel. Merci à toi pour ton invitation, c'était cool, ça fait plaisir. Hein. Et puis, messieurs, dames, je vous retrouve à très bientôt sur le prochain épisode du podcast. Salut. Ciao.